Il est venu le temps, non pas des cathédrales, non pas de Nice de gagner un match, mais de faire un premier bilan sur la Ligue 1. Salut tout le monde, c'est TMF et nous sommes dans l'édition 2025-2026 de la Ligue 1, mais c'est bon, 2025 est terminé, le prochain match du championnat français aura lieu en janvier 2026. Alors je triche un petit peu pour cette vidéo, parce que avec cette vidéo je vais faire un bilan de mi-parcours, mais officiellement le mi-parcours ce sera la journée qui sera en janvier 2026, les premiers matchs de la prochaine année civile de la Ligue 1, mais je me suis dit qu'on allait respecter le calendrier civil et pas forcément celui du championnat, et surtout que j'avais déjà suffisamment de choses à dire pour faire un premier pré-bilan de notre championnat. On va parler du PSG, de l'OM, de Monaco, du Stade Rennais, du FC Nantes, de l'OGC Nice. Notamment, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, ça rejoindra un petit peu la vidéo que j'avais fait où je m'étais déjà longuement étalé sur pourquoi j'aimais la Ligue 1, pourquoi cette année je la trouvais enthousiasmante, mais ici l'idée c'est pas tant de me muer en VRP bénévole du championnat français, mais plutôt de vous faire mes premiers bilans. La différence c'est qu'il y a des choses qui me plaisent pas dans mes premiers bilans, il y a des choses qui m'interrogent, il y a des choses cool bien évidemment, mais du coup c'est pas exactement le même angle. Bref, on va passer un bon petit moment ensemble, donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Djantou, Mbaye, Mayulu, on va évidemment commencer en parlant des jeunes du Paris Saint-Germain parce que vu le dernier match du PSG c'est plutôt dans l'actualité et surtout ça me permet de parler de la formation de Paris. Je vais pas revenir sur le contexte qui fait que tous ces jeunes sont visibles pour le Paris Saint-Germain, vous le connaissez, il y a beaucoup de sujets d'infirmerie, il y a un enchaînement de matchs l'année dernière qui a fait mal à l'effectif et du coup tu essaies de tourner un peu, ça crée un suspense en Ligue 1, ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans le championnat selon moi, mais en tout cas ça nous rappelle un truc qui m'a l'air essentiel de rappeler, c'est que le PSG est un très bon centre de formation. On a tendance à l'oublier, on a tendance à pas le citer quand on parle des meilleurs centres de formation en France, parce qu'on va du côté de Rennes, on va du côté de l'Olympique Lyonnais, mais Paris aussi est un excellent centre de formation. Et c'est pas pour rien que le Paris FC, qui a un projet de la famille Arnaud, mais où il y a Red Bull qui s'associe, on connaît leur savoir-faire avec les jeunes, s'implémente directement à Paris. C'est parce que le bassin parisien, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, dans les très bons centres de formation français, il y en a plein qui vont récupérer des jeunes non pas de leur région, et pourtant si on prend le cas de Rennes, il y a énormément de football amateur en Bretagne, donc il y a du matos, mais ils vont directement les récupérer en région parisienne, les jeunes, parce qu'il y a un bassin de talent fou. Alors le PSG, ça a investi sur la formation, on sait, quand Nasser Al-Khelaifi est arrivé au Paris Saint-Germain, QSI assumait très directement sa volonté de former le prochain Lionel Messi. Il y a eu très récemment, tout est relatif dans le football, mais à l'échelle de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est très récent, le nouveau centre d'entraînement, et ça te permet vraiment de voir que oui, le PSG a envie de miser sur des jeunes, parce que finalement QSI a investi beaucoup d'argent dans le PSG, mais c'est bien et sain d'avoir un club qui est capable de s'autofinancer. Paris a beaucoup bossé là-dessus à travers le développement marketing du club, qui est absolument phénoménal, mais un moyen de t'autofinancer quand tu es dans un championnat comme le championnat français, c'est également de former des bons jeunes, déjà pour dépenser moins, parce que si tu arrives à avoir tes titulaires ou tes remplaçants qui viennent du centre de formation, tu vas moins claquer d'argent, mais aussi parce que potentiellement, ça fait des reventes toujours intéressantes chaque été, et on sait que dans tous les revenus que peuvent générer les clubs, les actifs financiers que représentent les joueurs, c'est quand même un truc hyper intéressant, parce que le moindre joueur qui a un niveau Ligue 1, il peut valoir 10 millions d'euros, et 10 millions d'euros, avant d'aller les chercher en contrat marketing, il faut quand même bien cravacher. Ce que je trouve intéressant en fait avec ces jeunes du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'on se rend compte qu'il y en a pas mal d'entre eux qui ont le vrai niveau pour être dans l'équipe professionnelle. Alors je suis pas en train de vous dire que Djantou va être un mec qui va avoir sa place dans le 11 dès demain, mais c'est même pas ça qui m'intéresse. Moi, quand je regarde l'historique de tous les transferts qui ont été faits depuis une décennie du côté du Paris Saint-Germain, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a eu des erreurs de casting, bien évidemment, mais t'as également eu des remplaçants qui t'ont coûté extrêmement cher, et où avec le recul, tu te dis quelle a été la plus-value d'aller chercher ce mec pour 10, 15, 20, 25, parfois plus de millions d'euros que ça, avec un salaire important, alors que t'as des jeunes du centre de formation qui honnêtement seraient aussi bons ou alors à peine moins bons, qui t'apporteraient les résultats suffisants en Ligue 1, même si pour le moment le Paris Saint-Germain n'a pas les résultats suffisants puisqu'ils sont pas leaders, mais en même temps
tu peux te dire que dans un contexte un peu plus sain, tu aurais eu des jeunes, mais aussi des titulaires qui auraient pu jouer plus de minutes de jeu. Là, le contexte malsain, c'est la surcharge des calendriers. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut que les jeunes prennent cette place du côté du Paris Saint-Germain. Et mon premier bilan pour le PSG cette saison, c'est ça. C'est pas le fait qu'il soit deuxième de Ligue 1. Parce que honnêtement, j'aurais du mal à tirer des points sur la comète sur quel va être le résultat final de cette saison du championnat français. Les champions d'automne. Alors du coup, Lens n'est pas encore officiellement champion d'automne. Hein. Le champion d'automne sera après la prochaine journée de Ligue 1 qui aura lieu le 4 janvier, etc. Mais bon, on peut considérer qu'ils sont champions de 2025, Lens. Les champions d'automne sont rarement les champions finaux. Donc c'est pas ça que je vais retenir pour le PSG, c'est pas non plus leur campagne européenne qui pour le moment est relativement anecdotique. Je dis pas anecdotique en mode critique, mais juste ils font le taf, il y a pas forcément de choses énormes à dire dans un sens positif ou négatif. Non, ce que je retiens c'est vraiment cette montée en puissance du centre de formation, ce qui représente finalement une certaine maturité du projet parisien que je trouve intéressante. À une époque, Paris était vu comme le grand méchant club où le Qatar injectait des centaines de millions d'euros. Alors certes aujourd'hui le PSG bénéficie bien évidemment d'un soutien d'un actionnaire majeur, mais c'est un club qui a ouvert son capital, qui a plus que QSI dans le PSG et ça va être amené à être de plus en plus marqué d'après certaines rumeurs. C'est un club qui aujourd'hui est économiquement plutôt sain parce qu'il a développé énormément son marketing. C'est un club qui aujourd'hui, via ses jeunes, est en train de prouver qu'il est capable d'alimenter son équipe première. Et en fait, je trouve que tout ça nous dresse un tableau global avec un mercato où tu fais quasiment de la post-formation parce qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, t'as 25 ans, t'es déjà trop vieux pour être recruté par le Paris Saint-Germain, t'as des jeunes qui prennent de plus en plus de place, donc voilà, c'est hyper intéressant à analyser. Et moi, c'est le premier bilan de la saison que je ferai pour le Paris Saint-Germain, c'est ça, c'est la place occupée par les jeunes, ce qui fait sens par rapport à tous les autres éléments du projet. Deuxième point que j'ai envie d'évoquer pour notre bonne vieille Ligue 1, c'est la relative déception de Paul Pogba. Alors je dis relative déception et le mot relatif est important parce que c'est une déception mais en même temps c'en est pas une parce qu'on n'attendait pas monts et merveilles pour Pogba avant l'année 2026. À chaque fois que je vous faisais des news dans le journal pour parler de son retour, je vous disais toujours la même chose. De toute façon Pogba il va être de retour dans le groupe, puis il va grappiller quelques minutes, puis peut-être qu'il va avoir une ou deux titularisations et peut-être qu'après il sera bon quand il sera titulaire. Vous vous rendez compte du nombre d'étapes stratosphériques que je suis en train de vous décrire. Aujourd'hui on est plus ou moins dans les minutes de jeu grattées par Pogba, mais guère plus, et encore il a fait une rechute médicale et il n'était pas présent lors du dernier match. Mais tout ça pour vous dire que Pogba c'est vraiment un recrutement qui pour cette saison à mon sens est un recrutement marketing pour Monaco parce que ça a eu un déséquilibre incroyable entre le poids médiatique et le poids sportif. Mais ça, on l'attendait, de toute façon. Peut-être qu'il y a un déséquilibre également entre le poids attendu Pogba et son poids de forme, je sais pas. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je suis toujours en train de ronger mon frein concernant Pogba. Et en fait, je vais adopter un positionnement qui est clair. C'est que je vais plus m'intéresser à Pogba pour cette saison. Je pense que c'est le truc le plus sain à faire, et même pour le joueur. Et c'est pas lui manquer de respect, au contraire, c'est juste dire... Ok, tout le Paul Pogba qu'il soit, j'avais pronostiqué que cette saison il ferait 10-15 matchs qui seraient bons, ok, mais que ce serait relativement osef. Je pense que je me suis pas trop planté dans mon pronostic. Je pense que la suite de la saison va s'inscrire comme ça, mais ouais, faut juste ignorer Pogba pour cette saison. Faut se dire que c'est la saison où il redécouvre le foot professionnel. C'est même pas un mec qui revient de blessure, c'est vraiment qu'il redécouvre le foot professionnel. Donc il a besoin de temps. Là, il est pas encore rentré dans le grand bassin, Pogba. Hein. Il a même pas commencé à prendre la température. Il est dans le pédiluve. Hein. C'est vous dire. Hein. On est très très loin de pouvoir le juger. Mais en tout cas, c'est un recrutement qui a fait beaucoup parler, qu'on a vu sur les affiches de Ligue 1+, une machine à news autour duquel on a tous envie de parler de ça. Et honnêtement, je vais pas dire ah, c'est les médias, ils font du clic sur Pogba. Non. Enfin, peut-être, mais en tout cas, moi, dès que je vois une news sur Pogba, son état médical, j'ai envie de vous en parler. C'est le deuxième sujet que je mets dans mon bilan de mi-saison de la Ligue 1. Parce qu'à un moment, si on aime le football, on peut pas être complètement insensible à l'histoire de Pogba, qui arrive à Monaco, qui doit se refaire sa place dans le football, mais juste, il faut se rendre compte qu'en fait, au moment de faire un premier bilan, on se rend compte sur cette première partie de saison que c'est du vent. Et que sur la deuxième, ce sera peut-être pas du vent, mais qu'il y aura pas matière à avoir des attentes légitimes. Donc Pogba, j'ai envie de conclure en disant tout simplement, mec, bon courage, bosse bien à l'entraînement,
rétablis-toi bien, retrouve l'exigence du haut niveau, ne lis pas ce qui s'écrit sur toi, fais ton petit bonhomme de chemin, mais je serais quand même curieux d'avoir les comptes de AS Monaco, parce qu'honnêtement, ça fait peut-être un peu cher jusqu'à présent le coût marketing. Parlons un petit peu de la maturité du projet marseillais, parce que je sais pas quelle perception vous avez de Marseille, mais moi j'ai longtemps vu ça comme une plaque tournante, un petit peu comme à l'époque faste de AS Monaco où ils présentaient leurs dizaines littéralement de recrues en même temps. Marseille, ça a toujours été ce club d'import-export où t'as l'impression que en fait, Pablo Longoria, s'il change pas l'intégralité de son effectif tous les étés, il commence à avoir des crises d'urticaire et tout. Il se dit oh putain, j'ai pas versé les commissions à mes potes agents. Alors évidemment, je fais un procès d'attention en disant ça. Je pense pas que ce soit ça, mais voyez un petit peu l'image que j'avais de Marseille. Et en fait, cette saison, je trouve que Marseille s'est structuré de manière cohérente. Je trouve que t'as des joueurs qui sont restés, qui avaient raison de rester, des départs qui ont été plus ou moins souhaités, plus ou moins souhaitables également. Moi, on m'enlèvera pas de la tête qu'un Adrien Rabiot dans cette équipe, ça n'aurait pas fait tâche, surtout quand tu vois ce qu'il fait du côté de Milan. Mais bon, de toute façon, qui regarde la Serie A aujourd'hui en France? Personne, donc personne regrette Rabiot, mais à tort. Mais une fois qu'on a dit ça, faut pas vivre dans le passé. Et quand je regarde le présent, je me dis que j'aime bien cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors évidemment, tout est pas parfait. Je vais me concentrer sur la Ligue 1. Tu te dis qu'il y a des opportunités à saisir. Et moi, ça me fait quand même mal aux fesses, on va dire, pour être poli, de voir que le RC Lens arrive davantage à saisir l'opportunité Paris Saint-Germain qui laisse un petit peu d'espace que l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille qui a eu du gros budget de recrutement, un Olympique de Marseille qui distribue des gros salaires, un Olympique de Marseille qui a un entraîneur qui sur le papier est quand même un entraîneur qui n'est pas n'importe qui, mais une fois qu'on a dit ça, on va arrêter de faire les râleurs. Et moi je le redis, la défense centrale de l'Olympique de Marseille, je trouve qu'elle a énormément de talent, elle a également de l'expérience, et en fait cette équipe, elle est expérimentée. Et en fait ça me rappelle mes interrogations que j'avais à l'époque de McCourt, du rachat, mais aujourd'hui je les vois plus positivement, même si ce sont les mêmes. Je m'explique. Je disais donc avant cette petite pause forcée, ça me rappelle un petit peu le projet du début McCourt, où tu avais beaucoup de trentenaires qui étaient venus au club. L'exemple le plus fameux, c'est évidemment Dimitri Payet, mais où à l'époque j'approuvais pas trop ça. On avait également Strootman, pour parler d'un exemple moins glorieux, parce que ça va entraîner une grosse inflation des salaires au sein du vestiaire, et ça t'avait vite mis dans une situation économique où t'avais pas le choix. Il fallait absolument que t'ailles chercher la Ligue des Champions, où t'avais pas forcément beaucoup misé sur des jeunes qui allaient prendre de la valeur marchande, et où c'était un peu qui tout double. Et je trouvais ça un peu malsain. J'avais vraiment l'impression que ça allait rater la sortie d'autoroute au moment où il fallait la prendre, et finalement, ça a été une période un peu compliquée, et on est bien plus satisfait de voir comment aujourd'hui l'Olympique de Marseille est géré. Justement aujourd'hui, t'as cette expérience, t'as ce côté, un effectif qui est prêt, qui est bon pour performer en Ligue des Champions, mais dans le même temps, t'as des jeunes qui ont une certaine valorisation et qui peuvent prendre de la valeur. Un Greenwood, ça va prendre de la valeur. Un Pechao, ça peut prendre de la valeur. Un Balerdi, ça reste un joueur qui est pas très avancé dans l'âge. C'est pareil pour Gomez. Bref, vous vous rendez compte qu'à côté des cadres qui constituent la colonne vertébrale de cette équipe et qui lui assurent d'être performante, t'as quand même un bon équilibre qui est trouvé. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait, le truc qui ressort. C'est la maturité du projet marseillais. En termes de maturité, j'ai également envie de parler de Mason Greenwood. C'est pas un joueur que j'apprécie pour plein de raisons sur lesquelles on va pas revenir 4 millions de fois. Je le redis à chaque fois parce que j'ai pas envie que ses bonnes performances planquent tout ça sous le tapis. Mais en même temps, on peut pas parler de Marseille sans parler de Mason Greenwood aujourd'hui. Ce serait un non-sens sportif. Et il faut avouer que le Greenwood, aujourd'hui, c'est le joueur phare de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a beaucoup été critiqué la saison passée parce qu'il était complètement déconnecté du collectif. Et je trouve que ça ressortait à pas mal de points. On parlait évidemment de ses non-interventions défensives, du fait qu'il faisait pas forcément les efforts, mais même parfois en termes de capacité à s'incorporer dans les systèmes olympiens, je trouvais que c'était un joueur qui était vraiment déconnecté des autres et qui arrivait à trouver sa place parce qu'il avait un talent au-dessus du lot et du coup, de facto, il arrivait quand même à faire des choses. Cette saison, j'ai vraiment l'impression qu'il a passé un cap dans sa régularité, dans son attitude aussi. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus impliqué dans le projet marseillais, qu'il arrive davantage à comprendre ses coéquipiers. Et sur le talent, on va pas refaire l'histoire. Greenwood, il était annoncé comme un crack en puissance à l'époque de Manchester United.
Il est arrivé tout ce qui est arrivé, il a complètement été déclassé et aujourd'hui tu te rends compte que le talent il n'a pas disparu et que c'est pas pour rien que United, quand ils l'ont refourgué à l'OM, derrière des grands discours de chevalier blanc en mode on n'en veut plus dans notre effectif, ils ont quand même prévu de se faire de l'argent sur le dos de ce transfert puisqu'ils vont récupérer la moitié de la somme d'une revente potentielle. C'est pas pour rien qu'ils ont prévu ça, c'est qu'ils avaient pas envie d'engager leur image mais qu'ils étaient pas idiots, ils avaient bien vu ce que faisait Greenwood chez eux, ils savaient que c'était un joueur qui avait du talent et je trouve que cette saison il est en train de l'accomplir, donc évidemment c'est un atout de poids pour Marseille. J'ai parlé de Pogba, revenons à Monaco. Est-ce qu'on peut parler d'errance monégasque au cours de cette saison? Alors évidemment, tu as eu le changement d'entraîneur. Moi, Pocognoli, c'est un mec dont j'avais pas mal scouté les matchs de ses équipes et je trouvais qu'il faisait de bonnes choses à Union Saint-Gilloise. J'étais vraiment enthousiaste à l'idée de le voir du côté de Monaco et pour le moment, on peut quand même dire que c'est pas à la hauteur des attentes. Moi, j'avais une attente. Je savais pas s'il allait être en capacité de redresser Monaco, mais je me disais au moins c'est un entraîneur, vu ce qu'on a vu en Belgique, on va pas s'ennuyer avec lui. Même sur ça, je dois avouer que je reste un petit peu sur ma faim. Aujourd'hui, Monaco est extrêmement loin des objectifs, et je suis un peu partagé entre l'idée de me dire que c'est honteux par rapport à leur effectif, mais aussi que c'est logique par rapport à leur effectif. Je m'explique, regardez le 11 de Monaco. Si je parle de Balogun, si je parle de Golovin, si je parle d'Akliouche, pour moi, même de Minamino, il y a un truc qui revient avec ces joueurs, c'est qu'ils ont du talent, ils ont un super potentiel, voire ils ont déjà accompli leur potentiel, parce que certains de ces joueurs sont pas des scouts, sont pas des prospects, voilà, je cherchais le mot, sont plus de très très jeunes joueurs, mais ils sont tous irréguliers. Et en fait, je trouve que tu as un problème d'investissement et de régularité du côté de l'effectif de AS Monaco qui est assez criant. Même un Zakaria qui a fait son retour dans 11 après avoir été blessé, je trouve vraiment qu'il fait pas des matchs à la hauteur des attentes jusqu'à présent. Et finalement, qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe qui a certes du talent sur le papier, mais qui manque de régularité dans les faits? Ce qui se passe, la réalité, c'est les faits, c'est pas le potentiel. Tu t'en fous d'avoir un joueur qui a un potentiel à 95 dans FIFA. Ce qui compte, c'est ce qu'il est capable de produire réellement sur les terrains. Et de ce niveau-là, c'est un petit peu vache maigre pour Monaco. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça va tourner, parce que Monaco, c'est pas un club comme les autres. On a le RC Lens, qui est leader de Ligue 1 actuellement, et les Lensois, ils peuvent se targuer un truc, c'est d'avoir toujours Bollaert plein. Que Lens soit premier, que Lens soit 10e, que Lens soit en Ligue 2, il y aura du monde dans le stade, il y aura des revenus de billetterie. Monaco, sans vouloir tirer sur l'ambulance, ils ont des supporters dans toute la France, mais ils remplissent pas Louis II. Et c'est un club qui structurellement, depuis qu'il y a eu le rachat, a été construit autour du trading. T'as besoin d'aller en Europe pour valoriser tes joueurs, t'as besoin de faire des plus-values. Et si tu te retrouves avec un AS Monaco qui est privé de Coupe d'Europe, qui se retrouve avec des joueurs intermittents qui ne peuvent même plus briller, où Monaco n'apparaît même plus comme un tremplin si intéressant que ça, je suis vraiment curieux de voir comment ça va tourner. Mais j'espère que Pocognoli va réussir à redresser la barre, parce que mine de rien, cette Ligue 1, elle offre des opportunités, elle apparaît comme plus compétitive que jamais, mais t'as pas Monaco là-dedans, c'est une anomalie. Quand je disais que Marseille, j'avais un petit regret sur le fait qu'ils saisissent moins l'opportunité que le RC Lens, que dire de l'AS Monaco ? Monaco, c'est une équipe qui est jamais présente quand tu les attends, et quand tu as commencé à perdre espoir, ils reviennent en force. Mais au bout d'un moment, tu fais 40 fois le film où tu reviens en fin de saison, où tu fais une série de matchs canon, où tu sauves tes fesses, mais ça pourra pas marcher éternellement. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'en fait, tant que tu arrives à raccrocher les wagons, ça fonctionne, mais à partir du moment où tu vas pas décrocher la Coupe d'Europe, ça risque d'être beaucoup plus compliqué et actuellement, vu son classement, l'AS Monaco n'est même pas qualifié pour une petite Coupe d'Europe. Je parle même pas du fait d'aller valoriser tes joueurs du côté de la Ligue des Champions. Et en Ligue 1, Monaco ne m'éclate même pas tant que ça sous Pocognoli. Donc pour le moment, c'est une grosse déception pour moi et on parlait beaucoup de plus-value à la revente, d'un mec comme Akliouche qui pourrait partir pour énormément. Et franchement, j'attends de voir l'évolution des valeurs marchandes à la fin de saison. Ça pourrait être une vidéo sympa à faire, ça, les joueurs qui ont le plus augmenté ou baissé leur valeur marchande. Mais moi, actuellement, du côté de Monaco, il y a beaucoup de joueurs où leur valeur, elle descend très sévèrement.
Est-ce qu'on peut parler de déception pour le Paris FC? Le Paris FC, c'était évidemment annoncé comme le projet hype du mercato estival, parce que t'as la famille Arnaud derrière qui est une grosse puissance financière, parce que t'as le savoir-faire de Red Bull, parce que c'est un second club parisien dans l'élite du football français, parce qu'on nous parlait beaucoup de formation et on sait le potentiel du bassin parisien. Bah pour le moment, le Paris FC, c'est une équipe qui manque cruellement d'un attaquant de pointe. Alors tu sais qu'ils voulaient pas se faire tondre en recrutant pour des dizaines et des dizaines de millions d'euros un Stassin ou un Ablin qui étaient proposés respectivement par Saint-Étienne et le FC Nantes à des prix prohibitifs. Mais t'auras bien besoin de recruter un attaquant parce que pour le moment ça marche pas. Et même en termes de défense centrale, bon bah Otavio qui apparaissait comme un joueur qui pouvait être une belle opportunité, un beau potentiel, mais autour duquel on avait quand même quelques doutes. Alors moi j'étais à milieu d'imaginer que les doutes allaient se justifier à ce point parce que pour le moment on peut dire que c'est quand même une grosse déception. Alors oui, t'as des choses intéressantes du côté de ce Paris FC. Moi je considère qu'un joueur comme Kebal, il a largement répondu aux attentes et beaucoup étaient sceptiques sur sa capacité à percer dans l'élite. Tu vois aujourd'hui que c'est une des valeurs très très sûres de ce Paris FC. T'as quand même été chercher le joueur un peu expérimenté, Les Melou du côté du milieu de terrain, mais en fait, Maxime Lopez, Les Melou, Camara, c'est quand même censé produire un rendement au-dessus de ce qu'on voit actuellement au Paris FC. Alors, pour citer Franck Ribéry, la roue tourne peut tourner très vite, parce que finalement, les écarts de points, ils sont pas si énormes que le Paris FC va pouvoir recruter un ou deux joueurs au cours du mercato hivernal qui, à eux seuls, vont pouvoir changer le visage du 11 et faire en sorte que toutes les bonnes choses entrevues vont réussir à se réaliser. Mais pour le moment, bah, t'attends ce mercato hivernal. Alors vous allez me dire, oui, mais le Paris FC, c'est un promu, l'objectif officiel, c'est le maintien. On est d'accord. Mais je pense que dans la partie objectif officiel, il y a la partie officielle qui compte énormément. C'est-à-dire que le Paris FC s'est rendu compte dans des dossiers, je le redis, comme Ablin, comme Stassin, qu'ils ont été vus et catalogués comme de nouveaux riches, qu'on a tout de suite voulu les tondre. Et évidemment, tu fais gaffe à comment tu affiches tes ambitions dans ce contexte. Et tu vas pas tout de suite crier, bon bah nous on a envie dès le départ d'aller chercher une petite Coupe d'Europe. Parce que tu paraîtrais pour un peu trop ambitieux, que ce serait pas très bien vu. C'est la famille Arnaud aussi qui est à la communication. La famille Arnaud, on aime, on déteste. Mais en attendant, c'est une famille qui sait très bien comment faut communiquer en France, qui connaît très bien l'hexagone, et vous savez qu'en France, quand on débarque avec ses gros sabots, quand on débarque avec ses montagnes de thunes et qu'on dit qu'on veut tout écraser, c'est pas très bien vu, et honnêtement, je le comprends. Je trouve leur com plutôt habile, ils avancent avec humilité, et je pense que c'est super sain. Mais on m'enlèvera pas de la tête que c'est des ambitions de façade et que l'objectif c'est pas forcément le maintien. L'objectif cette saison, sans parler directement de Coupe d'Europe, c'est peut-être quand même plus de faire une première partie de tableau, c'est quand même peut-être un peu plus d'avoir déjà une bonne idée de l'équipe qui, dans une saison 2, pourra te conduire à une petite Coupe d'Europe, justement. Pour le moment, on en est relativement loin, et autant le Paris FC n'a pas craqué totalement, par exemple, pour un numéro 9, autant faut pas galvauder ce qui a été investi cet été, hein. Ils ont posé de la thune. Le Paris FC a une masse salariale, a des montants de transfert sur l'été, qui font qu'ils peuvent aspirer à mieux qu'être entre la 10 et la 15e place. Et je parle même pas du fait de jouer le maintien en flirtant. Le Paris FC a quand même beaucoup investi, donc pour le moment, petite déception, mais encore une fois, vu la structure du club, je doute pas qu'ils auront un mercato hivernal qui aidera beaucoup. Peut-on parler de la formidable remontada rennaise avec Habib Beye, le génie tactique que beaucoup ont critiqué alors qu'en réalité c'est un Pep Guardiola en puissance? J'exagère, j'en fais des tonnes, j'ai été le premier à critiquer Habib Beye à certains moments, mais je suis quand même content de voir le Stade Rennais qui remet les pieds devant l'autre. Alors, j'ai beau être nantais, je sais être objectif et juger le football, après tout c'est désormais mon taf, et j'ai toujours eu beaucoup d'espoir pour cet effectif rennais, parce que quand on regarde le 11, bon, t'as du Camara, t'as du Rongier, t'as du Le Paul qui a été recruté devant, t'as quand même du joueur de talent dans ce Stade Rennais. T'étais pas censé avoir un tel niveau de contre-performance, et je parle même pas de l'aspect financier, mais on pourrait en parler, parce que la masse salariale du Stade Rennais, quand ils ont été faire leur mercato hivernal dernier, ça a été quand même quelque chose. Donc le Stade Rennais était censé se redresser. Aujourd'hui, on a finalement un retour à la rationalité, ce que
Habib Beye est en train d'accomplir, c'est pas un exploit fabuleux du côté du Stade Rennais, c'est un arrêt des contre-performances. Parce que le Stade Rennais, oui, ça doit être 6e, ça doit être 5e, ça doit tourner autour de ça doit pas être 10e de Ligue 1, bien évidemment. Ça a trop de talent pour ça a trop de budget pour ça. Mais ce qui est agréable de voir, c'est que t'as pas forcément besoin d'un fusible pour relancer une dynamique. On parlera de mon FC Nantes après, mais le réflexe facile dans n'importe quelle équipe de football, c'est que quand les choses ne vont pas, on sacrifie l'entraîneur. Parce que l'entraîneur n'est pas un actif financier, parce que l'entraîneur, il a quand même une importance majeure dans le jeu de l'équipe, et parce qu'il peut rebattre les cartes assez rapidement. Mais souvent, moi je trouve que l'entraîneur, c'est le bouc émissaire par excellence. Souvent, je trouve que l'effet électrochoc qu'on attend, il est largement surestimé par rapport à ce qu'il donne réellement. Et on voit que le Stade Rennais a eu un électrochoc. Concrètement, tu as des joueurs qui avaient un certain statut, qui ont été challengés, mis un peu sur le banc, la hiérarchie a été un petit peu repensée, et ça a permis de relancer l'équipe, mais t'as pas eu besoin de changer d'entraîneur. Et ça, je trouve ça très bien, et j'aurais aimé que certains autres clubs de Ligue 1 s'en inspirent, parce que franchement, quelque chose me dit que le Stade Rennais, ils vont réussir, eux, à accomplir leurs objectifs de saison. C'est le moment dépression, c'est le moment FC Nantes, parce que Luis Castro n'est plus l'entraîneur du FC Nantes, c'est désormais Cantari qui est en place. Je n'ai absolument rien contre lui, mais je pense qu'on peut quand même dire qu'en termes de CV, Cantari et Luis Castro, c'est pas exactement la même, et quand vous allez interroger les supporters qui ont vu passer respectivement les deux entraîneurs, vous aurez pas exactement les mêmes sons de cloche. Je m'attendais à une saison où le FC Nantes allait être en difficulté. Là-dessus, j'ai absolument aucun problème. T'as eu un mercato estival qui n'a pas été pantagruélique, t'as beaucoup misé sur les jeunes, tu savais qu'il te manquait quelques mecs d'expérience, bref, même si t'avais un Ablin qui restait à contre-cœur, tu savais que ça allait être compliqué. Mais avec Luis Castro, j'avais un espoir fou, peut-être un peu naïf, celui d'une saison qui allait être compliquée, mais au moins où t'allais avoir un espoir. Moi, c'est ce qui compte dans le football. Vous pouvez avoir un club qui a des difficultés. Après tout, à moins de supporter le Paris Saint-Germain la saison passée, vous allez de toute façon toujours être déçu avec votre club. Vous allez jamais être le gagnant toutes les saisons de toutes les compétitions. Le FC Nantes, tu débutes la saison, tu sais très bien que tu vas pas être champion de France, c'est pas le problème. Mais je me disais, quitte à avoir une saison de plus où on flirte avec la relégation, au moins Luis Castro, c'est un mec qui a des idées. C'est un mec qui a pratiqué un football attrayant à Dunkerque. C'est un mec qui avait l'air de débarquer avec les clés du camion. Donc je me suis dit, ok, on part à la guerre. On part à la guerre avec des jeunes, on part à la guerre avec un entraîneur qui a des idées, ça va être dur, on va se prendre des branlées, on va se prendre des matchs où on va avoir des corrections sur le fait qu'on est parfois un peu trop ambitieux par rapport au niveau technique de nos jeunes, mais il va y avoir le côté, j'ai un projet, j'ai une vision, j'ai un motif d'espoir, j'ai une perspective, j'ai un truc qui me fait espérer qu'on va faire mieux que survivre et qu'on aura peut-être la perspective de vivre 2-3 émotions pas trop dégueulasses. Maintenant, Luis Castro est viré. Le fusible, classique, 457e entraîneur sous l'ère Kita d'après mes calculs, un entraîneur toutes les 2 minutes. Il faut savoir que la fortune de Bernard Arnault augmente aussi vite que le nombre d'entraîneurs sous l'ère Kita. C'est une statistique INSEE. Plus sérieusement, que vous dire à part le fait que je suis fatigué de ces méthodes et surtout, Cantari, la plus-value par rapport à Luis Castro, je suis désolé, elle est inexistante. Alors peut-être qu'il va réussir à relancer le groupe. Peut-être qu'avec des principes de jeu un peu moins ambitieux que Luis Castro, un peu plus adaptés à l'effectif, il arrivera à faire que le FC Nantes survive. Auquel cas, je serais heureux de cette survie, mais honnêtement, j'ai pas d'espoir. J'ai pas d'espoir déjà parce que je suis profondément pessimiste sur l'issue de la saison nantaise, et ça me dégoûte de vous dire ça, mais au bout d'un moment, c'est la vérité. Et surtout, quand bien même on arrive à se maintenir, j'ai envie de dire à quoi bon ? Qu'est-ce qu'une vie où ta seule ambition, c'est de survivre ? C'est d'espérer, à chaque fin de saison, passer à 2 doigts du coup près de la relégation en Ligue 2. C'est pas un truc qui te permet de t'enthousiasmer. Et il y a beaucoup de Nantais qui ont un discours en espérant limite une relégation en disant ça va faire un électrochoc au sein du club. Et je suis pas d'accord. J'aimerais penser ça, très sincèrement. J'aimerais vraiment.
Bon, même si je me dis, c'est facile de se dire ça en tant que supporter, mais il faut se rendre compte de la réalité du fonctionnement d'un club, de ce que ça coûte en termes d'emploi, de personnes qui travaillent dans l'ombre pour le FC Nantes. Une relégation, c'est pas anodin. Mais même, allez, partons du principe qu'on se dit que c'est un sacrifice nécessaire. Moi, j'ai pas la conviction qu'avec la direction actuelle du FC Nantes, la relégation en Ligue 2 soit l'électrochoc tant espéré. Donc, ce premier bilan de mi-saison pour le FC Nantes, moi, il est déprimant. Je me dis juste que je savais que ça allait être compliqué, je me dis que ça va être encore plus que prévu. Y a un internaute qui m'a dit sur Twitter, à force de flirter, on finit par conclure. C'est un peu ça, et à force de flirter avec la relégation, on va finir par la trouver, cette relégation. Et encore une fois, vraiment, Kantari, en termes de jeu, moi, ça me vend pas du rêve. En termes de perspective, ça me vend pas du rêve. C'est un énième entraîneur qui va faire 1 an ou 2 ans au FC Nantes, qui va avoir des résultats qui seront au mieux moyens, au pire mauvais. Et j'ai envie de dire, on a eu les rumeurs Will Steele, on a eu Will Steele qui s'est exprimé dans la presse, qui a dit que c'était pas le bon moment pour lui, mais au bout d'un moment, je suis nantais, mais je suis objectif, j'ai envie de dire, mais fuis de toute façon, mec. Je ne souhaite à aucun entraîneur de débarquer dans ce bourbier. Luis Castro, c'était un entraîneur qui était au-dessus des attentes de remplacement qu'on pouvait avoir au cas où on le virait. C'est pas pour rien que c'est un mec comme Kantari qui débarque sur le banc. C'est qu'au bout d'un moment, t'aurais pas pu espérer de grands entraîneurs parce que tout le monde sait que c'est un bourbier, parce que tout le monde sait que le FC Nantes, tu te fais virer dès qu'il y a des secousses, parce que tout le monde sait que ton effectif est limité. Donc on va voir comment ça va se passer sur le mercato hivernal. Mais moi, je rappelle la règle de base, c'est que le FC Nantes aime bien avoir du clinquant, mais n'a pas de thune. Donc les joueurs cramés qui ont été des gloires de Ligue 1 il y a 45 ans et qui vont revenir libres au mercato hivernal avec un gros salaire mais qui seront hors de forme et qui vont décevoir, oh ça je le vois venir gros comme une maison. J'espère vraiment me planter parce que là, vous l'avez compris, c'est un supporter dépressif qui s'exprime. Est-ce qu'on peut toucher un mot rapide de OGC Nice, la contagion? C'est comme ça que j'ai envie de parler de la première partie de la saison niçoise, parce que l'année dernière, ok, c'était compliqué en Europe, t'as fait des résultats absolument honteux, on va pas revenir là-dessus, tout le monde s'est suffisamment foutu de la gueule de Nice. Mais en Ligue 1, t'as réussi à être 4e sur le fil, sur le gong, t'as décroché une qualification européenne que tu massacres encore une fois, mais en attendant, t'étais au niveau sur la scène nationale. Bon, bah, cette année, c'est foutu, hein. La contagion, elle a tout touché. En fait, tes mauvais résultats sur la scène européenne ont entraîné une mauvaise ambiance autour du club, des tensions extrêmes avec les supporters, des tensions extrêmes autour de l'entraîneur, des rumeurs de départ. C'est allé extrêmement loin et au final, ça a été également une contagion sur l'autre compétition sportive, à savoir le championnat, où aujourd'hui Nice est très très loin des attentes. Et je vous parlais de ma déprime incommensurable autour du FC Nantes sur lequel je ne vois pas de projet. Nice, c'est la même chose, sauf que le problème, c'est que Nice, ils ont un peu de thunes, entre guillemets. Hein. Alors, ils en posent plus autant qu'à une époque, mais c'est Ineos qui est derrière. Radcliffe, il est quand même censé être capable de faire un truc avec l'OGC Nice. Alors depuis qu'il y a les billes qui ont été posées du côté de Manchester United, on oublie les Aiglons en France, hein. Ça c'est clair et net. Mais qu'est-ce que le projet aujourd'hui pour l'OGC Nice? C'est une déprime absolument incroyable. Il y a ce fameux commentateur niçois du club qui a fait le buzz avec son craquage en direct où tu sens que le mec, il faut appeler SOS Suicide, tu sens qu'il faut lui apporter de l'aide. Ne laissez pas le mec tout seul chez lui le soir après les matchs de OGC Nice. Mais comme je comprends cette attitude, parce qu'en fait aujourd'hui Nice, j'ai beau avoir la conviction qu'ils vont redresser la barre, qu'ils vont finir dans le ventre mou de Ligue 1, qu'ils vont pas être relégués, je me dis qu'est-ce que t'attends aujourd'hui en tant que supporter niçois? Est-ce que tu te dis qu'il va y avoir un redressement qui va valoir le coup? Tu te dis que tu vas sauver tes fesses et tu te demandes ce que va donner le mercato estival prochain, là où tu dois aller, comment sont attachés au club les gens qui y sont actuellement. Parce qu'honnêtement, c'est un gigantesque point d'interrogation et c'est dommage. Parce qu'à une époque, Nice s'était vu comme un projet qui avait du potentiel en Ligue 1. Moi, je m'en souviens, les premières années après le rachat, je me disais, cette année, j'y crois. Bon, à chaque fois, je me plantais, mais j'y croyais. Là, on est rendu à un point où je me dis, tu touches le fond, mais plus personne n'y croit. C'est quand même navrant. Et le dernier sujet que j'ai gardé,
Lucas Chevalier, qu'est-ce qu'on pense de sa première partie de saison? C'est la recrue phare du mercato estival du Paris Saint-Germain. C'est pas la plus généreuse, c'est évidemment Zabarni, mais contrairement à Zabarni, Lucas Chevalier, il vient pour être titulaire indiscutable et pour cause, il remplace le titulaire indiscutable Donnarumma qui avait signé une fin de saison particulièrement intéressante et qui s'était réservé une cote d'amour exclusive auprès des supporters assez difficile à transférer du côté de Lucas Chevalier. Autant vous dire que Chevalier, il n'avait pas le droit à l'erreur, sauf que le début de saison, il est un peu mitigé. Il est pas honteux, il est pas claqué au sol, j'ai tendance à être fatigué par les analyses ultra caricaturales. Aujourd'hui, dans le foot, de toute façon, c'est simple, soit t'es un ballon d'or en puissance, soit t'es le dernier des tocards et tu mérites même pas de jouer dans le club de quartier. Lucas Chevalier, c'est ni un tocard, ni un ballon d'or. Son début de saison, il est juste mitigé. Mais il est tellement mitigé qu'il y a un mec qui s'appelle Safonov, qui est un gardien remplaçant qui a été acheté pour une belle petite somme, qui est pas dénué de talent, qui réussit un ou deux matchs pas mal intéressants, donc où finalement tu te dis, est-ce qu'il y aurait pas une petite concurrence qui va pouvoir être mise en place ? Et là, je me dis, dans quel bourbier s'est mis Chevalier? Est-ce qu'il va rentrer dans la ligne des gardiens maudits du PSG, type Alphonse Areola, type Kevin Trapp, type Buffon, hein. On a tendance à oublier Buffon au Paris Saint-Germain, mais c'était quand même quelque chose où finalement, au bout d'une saison, tu te retrouves avec un mouais qui est pas totalement insatisfaisant, mais où il s'impose pas non plus, et au final, ça crée des situations bourbiers de fou. Moi, je vais pas tirer de conclusion définitive sur Lucas Chevalier au terme d'une demi-saison. Je suis vraiment curieux de voir comment va gérer ça ton entraîneur, parce que c'est un joueur qui a été protégé jusqu'à présent, et je pense que pour un gardien de but, à partir du moment où tu mets en place véritablement une concurrence, le verre est dans le fruit, et t'es en train de créer une situation où c'est très très compliqué de t'en extirper. Je pense que Luis Enrique le sait très bien, que c'est pour ça qu'il avait fait front derrière le joueur jusqu'à présent. Je sais pas si la presse a raison en disant qu'aujourd'hui il n'y a plus de numéro 1 clairement identifié, mais si c'est le cas, j'ai peur pour Chevalier, parce que quoi qu'on en dise, Chevalier ça reste un jeune gardien. Il a des accomplissements du côté du LOSC, mais il est jeune en termes d'âge, et il est même jeune en termes de carrière, parce que ok, le LOSC est une très belle équipe, une équipe qui joue le haut tableau en Ligue 1, une équipe qui a eu son heure de gloire européenne il n'y a pas si longtemps, mais ça reste évidemment pas la même chose que Paris. Et Paris, t'as besoin de temps, t'as besoin de confiance, et aujourd'hui, c'est très très morcelé. Et en fait, on se posait beaucoup de questions autour du fait d'évacuer Donnarumma, on faisait une confiance en Luis Enrique parce que c'est l'architecte de ce Paris Saint-Germain, et aujourd'hui encore j'ai tendance à énormément défendre Luis Enrique parce que je me dis qu'il arrive à faire des choses fabuleuses avec cette équipe, aussi bien en termes de résultats que sur ce qu'on voit sur le terrain. Mais peut-être que Donnarumma, il sera rapidement regretté. Parce que si Chevalier met du temps à s'imposer, c'est une chose. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Tu vas chercher un gardien d'avenir, tu peux avoir une période de flottement. Mais si tu le mets dans une situation où tu retombes dans le sketch très Paris Saint-Germain d'avoir deux gardiens qui dans les faits seront un petit peu moyens, qui sont en concurrence, oh là là, ce sera une déprime totale. Dans les enjeux pour la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain, je pense que celui-ci, il est au sommet du suspense de ce qu'on peut voir. Donc voilà, terminé pour ce premier bilan de la saison de Ligue 1. J'aurais pu parler de plein d'autres sujets, par exemple Lens, je l'ai énormément évoqué à travers les autres clubs, mais j'ai pas envie de leur porter la poisse. J'ai déjà beaucoup dit sur le journal TMF que c'est une équipe que j'aimais beaucoup parce que déjà, un entraîneur que j'apprécie beaucoup, Pierre Sage, j'en ai souvent dit du bien, mais je trouve que cette équipe elle est également très intéressante dans le sens où tu as une capacité à avoir beaucoup de joueurs qui sortent des prestations à un niveau assez haut, assez régulier. T'es pas dépendant que d'une ou deux individualités. On verra combien de temps ça tiendra, mais je pense que ce sera le facteur d'une grosse analyse un peu plus tard, une vidéo dédiée à mon avis. J'aurais pu parler du LOSC, mais j'en ai fait une vidéo dédiée il y a pas longtemps. J'aurais pu parler de Strasbourg, qui est également une petite déception de mon côté jusqu'à présent, je dois bien vous l'avouer. Mais il y aura d'autres vidéos, évidemment. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.